Dans cet épisode de l'éléphant dans la pièce, nous recevons la chercheuse en sciences politiques Yasmine Hakrimi. D'où tenez-vous toute cette indécence ? Vraiment. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un oserait dire, des victimes du 7 octobre israéliennes, oui mais ils ont voté pour Netanyahou ? Cette question d'agression sexuelle et de viol du 7 octobre, Tant que vous n'aurez pas condamné contre les Palestiniennes, alors on ne condamnera plus. les juifs algériens qui sont devenus des Français, ils seraient devenus blancs ? Il y a eu un blanchiment très conscient des Juifs avant d'en faire une nation. Mais nous avons une communauté juive aussi en Tunisie. C'est notre responsabilité de la protéger, de ne pas nourrir l'antisémitisme, de le condamner, notamment avec l'attentat de Djerba l'année dernière. Il y a une grande part de l'antisémitisme qui est nourrie par l'existence même d'Israël et les politiques d'Israël. Bonjour Yasmine Hakrimi, Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. merci de m'avoir invitée. C'est quoi le 7 octobre pour vous ? Vaste question. Alors pour moi, le 7 octobre, ça a été, c'est toujours la culmination de tout un parcours. De tout un parcours décolonial et de tout un parcours de retour vers soi. Le 7 octobre, je l'ai vécu principalement en étant immigrée en Belgique. C'est-à-dire que le choc, pas le choc de ce qui est arrivé le 7 octobre, c'est-à-dire si on suivait de près ou de loin un petit peu ce qui se passait en Palestine, on savait que la situation était intenable. Je ne pense pas qu'il y ait eu n'importe quelle personne, surtout pro-palestinienne, qui, le 7 octobre, s'était dit « Oulala, qu'est-ce qui arrive ?» La partie du monde qui s'est dit « Oulala, qu'est-ce qui arrive ?» c'est l'Occident. Et qui a complètement occulté la situation palestinienne, qui est devenue même à l'intérieur des territoires colonisés, à l'intérieur d'Israël, une question policière. C'est-à-dire une question, alors tellement pas présente dans le conscient et l'inconscient israélien que, on l'a vu, il n'y avait aucun problème à organiser, par exemple, un festival de musique très près de Gaza pour s'amuser comme ça, alors que la plus grande prison à ciel ouvert était justement à quelques kilomètres. C'est-à-dire que c'est très révélateur de à quel point la question palestinienne ne faisait plus partie de l'agenda du monde. Arrive le 7 octobre, tout de suite en Europe, moi je vis à Bruxelles, donc je vis au cœur des institutions européennes, tout de suite s'est déployé ce qu'on a toujours su qui existait, mais on ne l'avait jamais vu comme ça de prime abord. S'est déployé tout l'arsenal de justification, de protection et de financement de l'entité sioniste, et toute une propagande qui, pendant plusieurs semaines, et après plusieurs mois, mais plusieurs semaines, a criminalisé toute possibilité de contextualisation de ce qu'ils appellent le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'il fallait que l'histoire officielle commence le 7 octobre. Et Est-ce que vous condamnez le Hamas ? Est-ce que vous... Alors, la fameuse question, est-ce que vous condamnez le Hamas ? Évidemment, de la prononciation du Ra, qui n'existe pas en arabe. Justement, parce que par exemple en France, en Belgique, etc., on bug souvent sur des noms arabes, notamment Khalil, Khadija. Le Hamas, tout d'un coup, c'est prononçable. Le Hamas, c'est-à-dire, c'est exactement pour suivre, pour matcher la prononciation israélienne, exactement, de la chose. Et puis, c'est aussi pour se donner un petit peu un air de quelqu'un qui connaîtrait la région, et donc qui dit pas le Hamas, qui dirait le Hamas, alors qu'on l'a vu dans les plateaux, j'avais vraiment remarqué ça dans un plateau français où un chercheur libanais, un franco-libanais était invité, et il disait Raza, et il a été arrêté. Et corrigé en disant ici c'est la France, ici on parle en français, c'est pas Raza, c'est Gaza.
Il y a eu une attaque terroriste. Parce que c'est les médias qui couvrent aujourd'hui cela Voilà. d'une manière exceptionnelle. On Bien en qu'il y a parle. eu 198 morts palestiniens à Gaza aujourd'hui aussi, et bien que depuis janvier 2023, Ouais, alors Gaza, il y a quand vous dites Gaza, c'est Gaza pour- 180 morts palestiniens. Produire par exemple une pensée décoloniale aujourd'hui à partir du Sud en français, ça n'a aucun sens. Parce que vous avez tranché aussi la question que cette conversation avec le Nord n'aura pas lieu pour vous. Je pense qu'elle a eu lieu et qu'elle a atteint ses limites aujourd'hui. On n'est plus dans une position de débat. D'ailleurs, elle n'a jamais existé. On est dans une position de criminalisation. C'est-à-dire que, vraiment criminalisation, c'est-à-dire que si on dit non, je ne condamne pas, par exemple, le Hamas, On n'est plus audible en Occident. on n'est plus audible et on risque la prison. C'est-à-dire qu'on risque la prison pour apologie de terrorisme. Ça, j'ai appris ça très rapidement quand on a commencé à s'organiser au niveau de mon université et que, par exemple, les chaînes de télévision demandaient à interviewer des personnes qui s'organisaient à l'intérieur de l'université pour la Palestine et que tout de suite, on nous a dit... faites attention de ne pas dire non, je ne condamne pas le Hamas, ou par exemple, non, je considère que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, mais un mouvement de résistance tel que le FLN, par exemple. Ça, c'est passible de prison. Donc, c'est pas juste qu'on ne soit pas audible. Donc, directement, en fait, tout l'appareil répressif qui est bien installé en Occident, parce que ça, on n'en parle pas aussi, on pense que l'Occident, c'est... un havre de liberté et de démocratie. The land of the free. Exactement, the land of the free des États-Unis à, je sais pas moi, à l'Allemagne. Israël a commencé à bombarder le 8 octobre, si je ne me trompe pas, ou le jour même. Voilà, exactement. Donc l'après-midi, je pense, a commencé à bombarder le jour même. Et donc directement, on s'est retrouvé avec un nombre incroyable de morts civiles. Et il fallait parler des Razaouis qui étaient en train d'être massacrés. On ne pouvait pas en parler. Pendant plusieurs semaines, c'était impossible de parler ni de la riposte, entre guillemets, d'Israël, ni du 6 et du 5 et du 4 octobre et de 48 et de 67. Et quand vous avez vu les images des otages, quand vous avez vu cette femme qui a été emmenée par 8 hommes avec une tache de sang entre les jambes, quand vous avez Celle-là, vu... je ne l'ai pas vue. Ah. Ouais. Ce que j'ai fait directement, parce que encore une fois, ma positionnalité était celle d'une décoloniale en Europe. Ce que j'ai fait automatiquement, c'est complètement débrancher les chaînes européennes, complètement. C'est-à-dire, je ne voulais pas que la propagande m'atteigne. Et j'ai bifurqué direct sur les chaînes arabes. Les premières images, c'était les images des militaires israéliens qui se sont fait tuer par les résistants du Hamas. Donc j'ai vu plutôt des images militaires. J'ai vu aussi, après coup, les images des festivaliers qui fuyaient. Il y avait quand même des civils qui ont été amenés. Donc la question que je me pose, pourquoi des guillemets à civils israéliens ? Parce que ce ne sont pas pour moi des civils. C'est-à-dire que ce sont des colons. C'est-à-dire que toute personne de nationalité israélienne qui se trouve sur des terres palestiniennes, aujourd'hui, à part les enfants, est un colon. Je sais une chose, Israël, en tant que colonie de peuplement, tient, parce qu'il y a des Israéliens, qu'il y a une adhésion des Juifs devenus Israéliens, parce que les Juifs... alors l'histoire des Juifs... elle est très récente avec le sionisme, des Juifs devenus israéliens, donc devenus sionistes, et qui restent sur les territoires palestiniens colonisés. Je considère que la judéité a été colonisée par le sionisme. C'est-à-dire que je considère que aujourd'hui, les Israéliens, qu'ils en soient conscients ou pas, sont de la chair à canon coloniale, en fait. C'est-à-dire que ça, je prends cette expression de Ariella Aisha Azoulay, qui est une juive antisioniste et qui a quitté Israël, justement, en se rendant compte que Israël a été construite sur les ruines et les corps des Palestiniens. Il y a des juifs israéliens qui ont fait ce processus. C'est-à-dire qui ont fait ce processus de
d'éloignement du sionisme et de lecture de l'histoire, en fait, et de lecture du présent, en se disant, c'est quoi la cause palestinienne? Qui sont ces Palestiniens? Et comment est-ce que cet État a été construit? Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces juifs israéliens? Les juifs israéliens, la grande majorité des Palestiniens ne parlent pas de déportation des juifs israéliens. Quand on dit un seul État palestinien pour tous, c'est-à-dire que s'il y a jamais cet État palestinien, les juifs sont libres de rester ou de partir, comme ils étaient là avant la création de l'État d'Israël. Ils étaient 3% de juifs, Sabra. Oui, exactement. Avant les vagues migratoires, effectivement, et l'activité de l'agence juive. Mais pourquoi est-ce que les juifs ne pourraient pas coexister comme ils l'ont fait de tout temps en Palestine avec les musulmans et les chrétiens et avec les Palestiniens d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait cette haine, c'est-à-dire complètement à travers l'histoire, l'antisémitisme tel qu'on le connaît, l'antisémitisme est une histoire occidentale. C'est-à-dire que oui, il y a toujours eu des tensions entre les communautés, mais il n'y a jamais eu la forme d'antisémitisme qui a existé en dans Occident. Les pays arabes. Oui. Même s'il y a une sorte d'un sentiment anti-juif. Sentiment anti-juif et un sentiment anti-chrétien, un sentiment anti-noir, un sentiment, c'est-à-dire il y a une appréhension de la différence. Et ça, c'est de tout temps, partout. Mais l'idée d'une racialisation des juifs qui a mené justement à la Shoah, ça n'a jamais existé dans l'histoire du monde judéo-musulman, en fait, parce qu'il y a eu un monde judéo-musulman qui a été complètement effacé par la création d'Israël, mais avant, c'est-à-dire par le décret Crémieux en Algérie, qui a forcé tous les juifs algériens à devenir français, qui les a complètement coupés de leur monde judéo-musulman, qui en a fait justement des Français. Et des Français qui sont ensuite partis en Israël. Mais il y en a donc, beaucoup. Les Juifs algériens qui sont devenus des Français, ils seraient devenus blancs? Oui, ils ont Est-ce été blancs. qu'il y a une histoire de blanchité ou de blanchitude? C'est principalement l'objectif. C'est-à-dire que au-delà de la stratégie coloniale classique de divide and conquer, c'est diviser et conquérir, il y a eu un blanchiment très conscient des Juifs avant d'en faire une nation. Avant d'en faire une nation, c'est-à-dire homogène, c'est-à-dire d'en faire à travers tout temps, par des histoires très différentes, des langues très différentes et des traditions très différentes, une nation qui est devenue par la suite une nation israélienne, une colonisation de peuplement. Les Juifs, aujourd'hui, quand on voit le parcours, c'est-à-dire historique de ce qu'a fait l'Occident des Juifs, parce que c'est pas un processus qui s'est fait naturellement, le projet sioniste en Palestine est un projet occidental. Et aujourd'hui, on le voit dans les écrits sionistes, bien avant la création de l'État d'Israël, que le sionisme et du coup les Israéliens en devenir allaient constituer une sorte de pointe avancée de l'empire occidental dans le monde arabe, dans le monde arabo-musulman, et que vraiment c'était un discours très civilisationnel de c'est une terre complètement désertique avec des barbares qui habitent comme ça parsemés de part et d'autre, et nous allons créer la rendre civilisée et planter de la verdure. Il y avait même cette idée-là, planter de la verdure et la civiliser et en faire une terre tout simplement occidentale, pour ne pas en dire autre chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire si on voit la composition et la manière de vivre de la société israélienne, c'est principalement une société occidentale. Les pro-israéliens vous diront que il y a 20% de la population en Israël qui sont entre parenthèses des Arabes israéliens, c'est-à-dire des Palestiniens de 48. Ce sont juste des Palestiniens qui n'avaient pas le choix? Bien sûr,
les Palestiniens de 48, les Palestiniens de l'intérieur, oui, oui. D'ailleurs, l'une des premières choses que j'ai eu à déconstruire depuis le 7 octobre, c'est cette idée que les Palestiniens de l'intérieur ont, d'une quelconque manière, trahi la cause palestinienne. C'est complètement faux. Et d'ailleurs, pourquoi je dis déconstruire ? Parce que c'est une image très répandue dans le monde arabe, qu'ils seraient privilégiés, qu'il y aurait eu des formes de trahison pour qu'ils acceptent la nationalité israélienne. Il faut voir aussi la violence symbolique de porter la nationalité de ton colonisateur, de voir les villages et toute l'histoire de ta famille remplacés par des villes de plus en plus grandes, de plus en plus libérales, de plus en plus occidentalisées en plus, et tu es tous les jours parmi les colonisateurs, c'est-à-dire c'est la seule autorité dont tu dépends. Je voudrais revenir sur ce contexte européen qui a un angle mort, qui est répétitif, qui est redondant. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec des personnalités médiatiques, des politiques, des écrivains, des philosophes, qui nous parlent tout le temps de grand remplacement, de séparatisme, de communautarisme, et donc ils attaquent principalement les musulmans de France et d'Europe, mais quand il s'agit de recevoir cette parole sioniste, pro-israélienne, pour dire on était là il y a 2000 ans, c'est la Bible qui le dit, il n'y a pas de problème. Quand on parle de prénoms qui ne sont pas français, on ne conteste pas le fait qu'il y ait 4000 Français et Françaises qui font partie de l'armée de réserve d'un peuple, d'un État étranger, et qui partent faire la guerre à Gaza aujourd'hui, après le 7 octobre, et qui, je ne sais pas comment ils s'arrangent par rapport à leurs entreprises, parce que là, je ne sais pas, ils prennent des congés sans solde ou pas. On imagine mal un Français d'origine maghrébine, arabe, etc., poser un congé sans solde ou se dire je vais partir faire la guerre dans mon pays d'origine, dans lequel je ne suis pas né, et je vais revenir. En fait, c'est ce regard-là qui est biaisé et qui est très dérangeant. Parce que la religion, quand il s'agit de musulmans, c'est problématique. Quand il s'agit de ces personnes, on n'en parle même pas. C'est même pas une question. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la religion qui pose problème, c'est l'islam qui pose problème. L'islam qui a été racialisé. C'est-à-dire, c'est pas une religion, encore une fois, l'islam. C'est une construction raciale aux yeux de l'Occident. Il y a vraiment une logique de choc des civilisations. C'est-à-dire qu'il y a encore une logique héritée du 11 septembre 2001 et de toute la lutte contre le terrorisme, qui est l'axe du bien contre l'axe du mal. Et l'axe du mal, pour faire simple, vraiment, c'est le monde arabo-musulman. Et donc, aujourd'hui, pour beaucoup, ils ne le disent pas comme ça, mais ils le disent vraiment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas honte non plus de l'annoncer. Ce qui se passe à Gaza, c'est-à-dire le fameux Israël contre Hamas, c'est l'axe du bien contre l'axe du mal. C'est le monde civilisé contre le monde barbare. Et vraiment, il y a cette logique de choc des civilisations et de... quand on dit les animaux humains, pour qualifier pas le Hamas, toute la population gazaoui après le 7 octobre, on parle, c'est-à-dire que c'est une identité qui est complètement déshumanisée. Et aujourd'hui, dans les plateaux français, par exemple, quand on dit que ce n'est pas la même chose quand un bébé palestinien meurt et un bébé israélien se fait tuer. C'est pas la même chose. L'autre, il meurt et l'autre, il se fait tuer. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant, comme le fait Israël. Cette différence-là, c'est pas pour dire que c'est plus grave ou moins grave qu'un enfant meurt d'un côté ou de l'autre. Un enfant qui meurt, c'est toujours grave. C'est grave pour sa famille, c'est grave. Mais en revanche, refuser ces distinctions intellectuelles et morales entre l'intention de tuer
pour attaquer quelqu'un en raison de qui il est, ce qui est un acte raciste, qui est un pogrom. Et encore une fois, bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas la même démarche, ça n'est pas la même intention. Et c'est normal que ça n'entraîne pas exactement les mêmes réactions. Ça entraîne de la tristesse, mais ça n'entraîne pas exactement les mêmes commentaires. Et c'est normal parce que ça n'est pas la même chose en réalité. Il faut pas oublier la matérialité des intérêts politiques. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a une ignorance par rapport à ce qui se passe en Palestine, moi je pense que c'est totalement faux. Déjà, c'était faux dès le début de la guerre, mais là c'est encore plus faux parce que si au bout de 7 mois on n'a pas eu le temps de s'informer sur ce qui se passe, alors ce n'est plus simplement de l'ignorance et de la mauvaise foi. Quand Hind, la fille de 6 ans qui a été tuée, c'est-à-dire entourée de toute sa famille. Quand on parle d'une femme, je l'ai entendu dans un plateau américain quand elle a 6 ans. C'est-à-dire qu'on ôte aux enfants palestiniens leur qualité d'enfant. C'est pas des enfants, c'est tous, c'est des terroristes en devenir. C'est ça l'idée. On oublie que les médias mainstream en Occident c'est-à-dire appartiennent à des intérêts politiques et principalement, ils appartiennent à des milliardaires. Très très souvent, c'est des conglomérations de médias. On ne fait pas une couverture médiatique comme ça. Quand aujourd'hui, le New York Times, par exemple, 7 mois après le début du génocide, parle de « Palestinians are on the move », pour parler des Palestiniens qui fuient. Déplacés. Exactement. Ils parlent de « on the move », c'est-à-dire ils bougent, quoi. Ils voyagent, ils sont sur les routes, ils s'amusent. Quand on parle encore une fois de Hind, qui est un enfant de 6 ans, quand on parle d'elle comme une femme, quand systématiquement, on parle de Palestiniens morts, pas tués. On parle de Palestiniens qui meurent de faim, pas à qui on enlève la nourriture et les aides et les soins et tout ça. Quand on parle aussi de guerre Israël-Hamas, exactement, d'une manière généralisée sur les médias français, ça n'est pas spontané. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en octobre, il y a eu des directives, il y a eu des chartes éditoriales. Et il y avait des décisions qui ont été prises pour que les journalistes puissent avoir les éléments sans être sanctionnés, puissent s'exprimer sur la question sans être sanctionnés par cette hiérarchie. Et ça, il faut en être conscient, parce que oui, il y a eu cette question de liberté d'expression qui est là depuis le 7 octobre dans les pays européens et américains, mais il y a aussi cette question de la liberté de la presse. Je ne pense pas du tout qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient se faire... c'est-à-dire que ça allait être des mensonges dévoilés. Mais il fallait rapidement justifier et donner des arguments matériels à la machine de guerre israélienne. Alors que Israël refuse des enquêtes indépendantes et que, par exemple, il y a des mensonges type les 40 bébés décapités. Le bébé dans le four. Et les bébés dans le four qui rappellent évidemment tout l'imaginaire des fours crématoires lors de l'Holocauste. Et le 17 octobre, on n'a pas bombardé l'hôpital, alors qu'effectivement, c'était pas une requête du Hamas. Exactement. Et alors qu'il y a eu des organisations très, très, c'est-à-dire réputées qui ont sorti ça. Qui ont fait l'analyse de la vidéo. Qui ont fait l'analyse, exactement, qui ont rapporté ce même narratif. Il fallait absolument justifier l'appareil, c'est-à-dire l'appareil de guerre génocidaire israélien, qui, quand il est lancé, maintenant on le voit. Quand il est lancé, il est très difficile de l'arrêter. Il faudrait qu'on revienne sur cette question d'agression sexuelle et de viol du 7 octobre. Il y avait eu aussi cette idée que ce sont des Arabes, ce sont des hommes arabes qui violent des Juives, qui violent des Blanches, comme vous. Bien sûr, bien sûr. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des articles, des organisations féministes qui shame, en fait, les gens qui n'auraient pas, soi-disant, pris position contre ces violences, alors que l'utilisation du viol et des violences sexuelles comme arme de guerre contre les Palestiniennes, lui, est prouvé depuis très très longtemps. Mais c'est ça aussi mais on les a pas entendus là-dessus. Bien sûr, mais c'est ça qui devient aussi indécent.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, même si demain, moi je pense, ces viols-là étaient confirmés, ces viols contre les Israéliennes étaient confirmés, il y a beaucoup de gens qui seront dans une position de « tant que vous n'aurez pas condamné contre les Palestiniennes, alors on ne condamnera plus ». C'est-à-dire donc le principe de réciprocité. Et on ne rentrera plus dans votre... C'est-à-dire c'est comme si on revenait à la question de « you condemn Hamas ». C'est-à-dire que nous mettre dans une position, nous, de dominer, à devoir se justifier, ça insupporte en fait de plus en plus. C'est aussi dans une perspective plus large l'idée que la lutte de libération, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de lutte de libération clean, complètement. Il n'y a jamais eu. Il y a toujours eu, encore une fois, le degré de violence est toujours, ça c'est Fanon qui le dit, toujours conditionné par le degré de violence du colonisateur. Le colonisé répond à... évidemment, la violence n'est jamais jolie à regarder. Elle n'est jamais propre, elle n'est jamais agréable, elle n'est jamais complètement défendable. Et ça n'est pas censé délégitimer une lutte. Exactement, c'est-à-dire que exactement, s'attendre à une lutte complètement clean dans un contexte aussi violent, pour moi, ce n'est pas une question morale, mais c'est une question utopique. Pour dire, oui, mais est-ce qu'il y a eu des violences sexuelles, est-ce qu'il y a eu des abus, est-ce qu'il y a eu des choses qui n'auraient pas dû être faites le 7 octobre? Moi, je te dis, très, très sûrement. C'est-à-dire très, très sûrement. En plus, c'était un contexte pas très, très bien contrôlé. Il y a eu on en parlait, des civils palestiniens qui sont rentrés... quand le mur est tombé, les gens se sont engouffrés. Les Palestiniens qui étaient séquestrés dans Gaza se sont engouffrés. Bien évidemment que tout n'a pas pu être clean. Mais on le saura un jour. Mais est-ce que c'est vraiment la question aussi aujourd'hui principale? C'est-à-dire que est-ce que c'est aujourd'hui, quand on pose cette question comme question principale, je me demande toujours d'où vient cette audace? Comment vous recevez cette parole de féministes qui vous disent « vous ne condamnez pas les viols qui avaient eu lieu le 7 octobre ». Qu'est-ce que vous leur dites en fait? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur dis « d'où tenez-vous toute cette indécence ?» Vraiment. Pourquoi? Parce que là on revient à la structure de pensée coloniale et orientaliste du féminisme blanc, c'est-à-dire nos morts, nos victimes valent, c'est-à-dire c'est pas elles valent plus que vos victimes et vos morts. C'est les seules qui ont de la valeur. Et en tout contexte, on devrait d'abord discuter de ça pour voir si ensuite on peut discuter de vos morts, vos violés, vos colonisés, vos déplacés. Et ce sont les mêmes personnes qui nous parlent de concurrence victimaire qu'il ne faut pas faire alors qu'ils y sont engagés en fait. Exactement. Pourquoi est-ce que moi je devrais parler ou condamner les possibles viols qu'il y a eu le 7 octobre, alors qu'il n'y a aucune... C'est-à-dire le féminisme blanc comme structure se fout complètement de l'état des femmes palestiniennes et des minorités d'ailleurs sexuelles et de genre en Palestine, alors qu'on a toutes les preuves de ce qui se passe, avec en plus une ampleur autre, parce qu'il y a aussi la question de l'ampleur. Ça devient une logique de vous contre moi. Pourquoi est-ce que je devrais défendre les vôtres quand vous me défendez? C'est pas juste que vous ne défendez pas les miennes, c'est-à-dire vous justifiez leur déportation, leur exclusion, leur tuerie, tout ça, c'est-à-dire leur meurtre, pour vous, elles ne sont pas des femmes. Pour vous, elles ne sont pas des sujets légitimes du féminisme. Alors si vous permettez de définir qui sont les sujets légitimes du féminisme et qui ne le sont pas, moi je sors complètement de ce cadre. Il ne m'intéresse plus. Ce cadre-là n'a pas de potentiel d'émancipation pour moi. Je ne sais pas si on peut encore récupérer le féminisme et le désoccidentaliser. Je ne sais pas si c'est possible, parce que c'est tellement imbriqué dans la logique d'islamophobie, de colonisation, de déshumanisation du Sud, que je ne sais même pas si c'est récupérable. Aujourd'hui, quand je me dis féministe, j'ai l'impression d'appartenir à une structure de pensée dans laquelle je ne me reconnais plus du tout.
Ça a été je pense, ma dernière tentative de converser avec le monde blanc. Vraiment. Ça a été ma rupture, je pense, finale. Dans la seconde partie de l'interview, on parlera de l'éléphant dans la pièce, le refoulé colonial. En Europe, on parle beaucoup de ce gouvernement d'extrême droite, mais concrètement, depuis la création d'Israël en 1948, ce sont des gouvernements successifs qui étaient tous d'accord sur cette question de l'occupation. Bien sûr. C'est-à-dire, le problème, ça n'est pas Netanyahou, le problème, c'est pas Ben Gvir ou Smotrich. Le problème, il est là depuis 75 ans. Et c'est un peu un angle mort en Europe quand on parle de la Palestine et de ce qui se passe à Gaza. C'est dans la volonté très, très, c'est-à-dire consciente, de sauver ce qu'on peut, sauver les meubles, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Occident se retrouve face à un monstre éradiqueur et génocidaire qui est en train c'est-à-dire emmener l'Occident dans sa chute. Et donc, aujourd'hui, l'Occident ne sait plus quoi faire. Et l'attitude complètement... Les gouverneurs, plutôt. Hein, les gouvernements, parce que c'est vrai, on remarque aussi que la population est en train de, quand même de prendre conscience de ce qui se passe. On y viendra, je parle des personnes au pouvoir. Donc les régimes occidentaux... c'est-à-dire sont aidés par l'attitude complètement, on va dire, complètement extrémiste et complètement folle de Netanyahou pour justement construire tout un narratif qui s'appuie sur le fait que le problème, c'est pas Israël, c'est pas le sionisme, le problème, c'est Netanyahou. Bien évidemment, parce que moi, ça me fait toujours rire de dire que, oui, à un certain moment, Israël, il y avait des gouvernements de gauche et c'était un petit peu un projet communiste. Communiste pour qui ? Pour les Palestiniens ? Non. C'est-à-dire, il y a un projet de colonisation, de peuplement qui peut être aussi un projet communiste et de gauche ? Non. On dit que le mythe d'Israël ressemble beaucoup au mythe américain dans ce sens-là. C'est-à-dire que The Land of the Free, pour l'idéologie, pour ce mythe fondateur de l'État. Il y a plus qu'une similitude, c'est des projets qui se nourrissent entre eux. Moi, je pense qu'une grande partie des Américains se voient en les Israéliens, surtout les WASP, les White American Anglo-Saxons. Le sionisme chrétien, on va dire. D'ailleurs, le plus grand nombre de sionistes dans le monde, c'est pas des juifs, c'est des chrétiens. Et moi, ça me fait toujours rire parce qu'il y a toujours cette injonction à vouloir laïciser le monde arabe, alors que toute cette affaire est principalement une affaire religieuse. C'est-à-dire que les évangélistes, qui sont un segment électoral énorme aux États-Unis, croient que justement il faut qu'il y ait un État juif en Palestine pour qu'il y ait le retour du Christ. On les a mis dans des ghettos en Europe. Et puis, lorsque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque certains d'entre eux ont demandé un visa pour partir aux États-Unis, on les a interdits de partir aux États-Unis. Donc, ils sont tournés vers la Palestine. Et ça, ce sont les historiens qui le disent. Donc, on n'en voulait pas aux États-Unis, à part quelques-uns, bien sûr, parce qu'il y avait des quotas. C'est pas une sorte d'antisémitisme profond, ça? C'est-à-dire, on a envie de les avoir ailleurs, loin de nous, parce qu'ils ne nous ressemblent pas? Oui, c'est toujours comme ce que fait l'empire colonial, c'est un sous-traitement de l'antisémitisme dans ce cas-ci. C'est-à-dire que les dirigeants israéliens savent pertinemment que leurs plus grands alliés sont les plus grands antisémites. Mais ils s'en foutent parce qu'il y a une intersection des intérêts politiques. Donc du moment où tu es antisémite et sioniste, c'est pas grave. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est très très clair qu'une grande partie du soutien inconditionnel à l'État israélien de la part de l'Occident et de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'ils ne veulent absolument pas que les Juifs reviennent en Occident. Il y a aussi beaucoup d'islamophobie, l'idée de l'antisémitisme, qui est une histoire principalement occidentale, doit devenir
une histoire arabo-musulmane, c'est-à-dire qu'il faut que tous les vices dans le racisme soient aussi exportés vers le monde arabo-musulman. Et puis, c'est-à-dire que c'est une logique très vicieuse, c'est-à-dire si, par exemple, les arabo-musulmans sont aussi antisémites, alors l'Occident n'est plus aussi responsable de la tuerie qu'a été la Shoah. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez, l'antisémitisme, ça existe partout. Le racisme, ça existe partout. C'est pas que nous. C'est vraiment toujours dans l'idée de complètement, comment dire, recadrer le narratif sur le passif colonial et le passif antisémite et le passif raciste et esclavagiste d'ailleurs de l'Occident. Est-ce que les Occidentaux traitent les Juifs, tous les Juifs du monde, comme des Blancs, ou ils instrumentalisent le fait qu'ils ne soient pas blancs quelque part, ils ne le sont pas, les Juifs du monde, pour dire que, voilà, entre vous-même, brown people, on va dire, parce que c'est pas une histoire de couleur, mais c'est aussi d'ethnie, de race, d'histoire, etc., vous aussi, vous êtes en train de vous dominer les uns et les autres. Ils ne les traitent pas comme des blancs, ils les traitent comme des blanchis. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ne peut être blanc à part les blancs originaux dans leur tête. Oui, les caucasiens. Les caucasiens. Sauf que... Chrétiens aussi. Et chrétiens, bien sûr. Sauf que les juifs sont très utiles aujourd'hui à l'Occident parce que c'est d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que en même temps, on se débarrasse du problème juif, entre guillemets, en Occident, d'une pierre 10 000 coups, même pas 2 coups. Et on assoit notre domination sur le Moyen-Orient c'est-à-dire en s'assurant qu'il y a un élément complètement exogène et perturbateur qui sert complètement nos intérêts, mais en plus... On se défait de notre culpabilité historique qui dit que c'est nous qui avons commis le génocide, c'est nous qui avons commis la colonisation. Eh bien, Israël aujourd'hui est en train de commettre un génocide et une colonisation. Donc ce n'est plus une histoire uniquement européenne ou occidentale. Je considère que la question palestinienne, c'est l'éléphant dans la pièce. En France, parce que c'est là où j'ai vécu, on n'en parle pas. Et quand on en parlait, en tout cas avant le 7 octobre, on était l'arabe de service. C'est pour ça qu'en 2021, quand j'ai vu l'intervention de Sophie Bessis sur France Culture, sur le service public, où elle qualifiait Israël comme l'extension de l'Occident au Moyen-Orient, elle avait expliqué qu'il y avait quand même un refoulé colonial qui s'exprimait en Occident à chaque fois qu'on parlait d'Israël. Le sionisme est un nationalisme européen du 19e siècle. Et il en a toutes les caractéristiques, y compris parce que le nationalisme est né dans une Europe impérialiste, dans une Europe d'expansion qui allait coloniser les peuples inférieurs, primitifs, reculés, appelez-les comme vous voulez, et le nationalisme juif qui s'est appelé le sionisme est allé, on voit très bien cette posture chez Herzl dans l'état des Juifs évidemment, parce qu'il convenait aussi d'exporter l'Europe en Orient. Voilà. Et donc ce nationalisme est un nationalisme qui est un nationalisme de la supériorité. Je pense que c'est passé parce que Sophie Bessis est juive et qu'il est beaucoup plus difficile de... En tout cas, avant. Là, on le fait très allègrement. Il était beaucoup plus difficile avant de dire d'un juif qu'il est antisémite. On parle de self-hating Jew, mais on ne parle pas d'antisémitisme. Et donc, il y a beaucoup de choses jusqu'à maintenant, de vérité sur la Palestine et sur Israël, qui peuvent être dites par les juifs du monde. C'est-à-dire, quand tu es un juif antisioniste, ça passe. Quand tu es on va dire un blanc anti-sioniste, ça passe. Par contre, quand tu es arabo-musulman, c'est complètement discrédité. Et direct, et ça, c'est pas juste sur la question palestinienne, on te renvoie directement soit au fait que tu parlerais au nom d'une logique religieuse,
ou que tu parles parce que tu es très sentimental et que la raison, c'est-à-dire doit être complètement détachée de ton argument. Et c'est d'ailleurs une manière de décrédibiliser les luttes, mais pas que les luttes pro-palestiniennes, qui une manière très, très utilisée et très courante. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à penser contre soi ? Je vais être un peu plus précise sur de nombreux Tunisiens qui n'ont pas fait les universités du Nord et qui parfois n'arrivent pas dans leur communication à être audibles parce que on les attend là, on les attend à défendre les musulmans, les islamistes, les colonisés, à haïr l'Occident. C'est ce qu'on dit, c'est de la haine contre l'Occident. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux chrétiens, aux blancs, qu'il est communautariste en défendant l'Ukraine ? Pourquoi est-ce que l'Ukraine serait une cause universelle et la Palestine une cause communautariste ? C'est-à-dire que quand on dit « on nous attend là », il faut voir du côté de ceux qui attendent. C'est-à-dire c'est un paradigme colonial très classique, c'est même pas quelque chose de renouvelé, de traiter les racialisés en gros, ou par exemple une personne qui s'adresse à partir d'une positionnalité du Sud global comme étant communautariste et renfermée sur elle-même et défendant simplement sa religion et sa tribu et tout ça. Par contre, un Européen qui défend l'Ukraine ou qui défend que sais-je, ça par exemple, lui, il parle en tant qu'expert, en tant qu'universaliste, en tant que personne qui défend les droits de l'homme dans l'absolu, tout ça. Donc moi, c'est-à-dire que une des positions décoloniales que j'ai, c'est dire « et alors ?» Oui, je défends la Palestine parce que je suis arabe. Et alors ? Quelle conversation on pourrait avoir si chacun compte sur sa position ? Oui, alors je reviens à ta question de départ. Moi, je pense que dans le monde arabo-musulman, sur la question palestinienne, on est extrêmement formé par rapport au reste du monde. C'est-à-dire qu'il faut savoir, moi j'ai découvert ça, la plupart des Occidentaux avec qui j'ai parlé, qui ne savaient rien de la question palestinienne ou du conflit israélo-palestinien avant le 7 octobre, pensaient que Israël et Palestine étaient des pays voisins qui se faisaient la guerre. Il faut voir. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas, quand on leur parle de colonisation, ils ne savent pas de quoi on parle. Nous, au moins, même la personne qui n'est jamais allée à l'école, qui n'a jamais ouvert un livre, sait qu'il y a une forme ou une autre de colonisation et qu'il y a quelque chose qui s'appelle le sionisme. Et que c'est un pays avec lequel, par exemple, un État avec lequel on ne normalise pas parce que les Palestiniens sont colonisés. Ça, déjà, ce minimum syndical-là, avec lequel nous, on parle, et tu parlerais à l'épicier du coin ou tu parlerais à l'universitaire du monde arabe, ils le savent, il n'y a pas ce minimum syndical dans une partie du monde où la guerre et le soutien à Israël se fait en leur nom, avec leur vote et avec leur argent. Est-ce qu'il y a une conversation qui est possible aujourd'hui sur la table ? On ne parle pas le même vocabulaire, on n'utilise pas les mêmes termes, on n'est pas d'accord sur certaines notions. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ça parce que moi, ce qui se passe aujourd'hui en Occident, c'est-à-dire le changement dans l'opinion publique et la mobilisation extraordinaire des universités, pour moi, change tout. C'est un game changer. C'est-à-dire que qui aurait cru, il y a quelques mois, qu'on verrait Cambridge et Oxford, et Sciences Po et Columbia et Gand en Belgique, parce qu'il y a aussi un campement dans mon université à Gand. Aux Pays-Bas aussi. Aux Pays-Bas, en Allemagne, où la répression est incroyable, dans plusieurs pays d'Amérique latine aussi. Il y a une rupture entre la jeunesse et les gouvernements aujourd'hui, ou est-ce qu'on ne peut pas mettre la jeunesse... Enfin, on ne peut pas traiter cette jeunesse-là comme étant une jeunesse homogène, etc. Il y a... Alors, parce qu'il faut savoir que les universités sont traditionnellement de gauche, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle jeunesse. C'est une jeunesse qu'on appelle woke, c'est-à-dire qui est très à cheval sur les questions de justice sociale et qui, et c'est la force de la question palestinienne, considère que la question palestinienne est une question... juste, c'est-à-dire une question de droits de l'homme, de justice sociale, de justice décoloniale. Cette jeunesse-là, ça n'a pas commencé avec la question palestinienne.
D'abord, il faut contextualiser. Ce n'est pas une jeunesse qui a grandi avec la propagande sioniste avec laquelle les aînés, enfin leurs aînés ont grandi. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est une jeunesse qui a été éduquée et qui s'est éduquée à travers les réseaux sociaux. Et ce n'est pas la même jeunesse qui sortait de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'avait que les chaînes d'information, on va dire mainstream, et qui a grandi aussi dans un monde bipolaire. Bipolaire, avec l'idée que, parce qu'il y a eu toute la propagande sur laquelle s'est construite Israël, c'est que c'est un petit État faible, entouré par des ennemis. Exactement, de rescapés de la Shoah, entouré par des ennemis de grandes puissances arabes qui voudraient le détruire. Aujourd'hui, on sait que les puissances arabes ne sont pas aussi grandes que ça, et en plus, elles ne soutiennent pas les Palestiniens, mais que Israël est fortement soutenu par les États-Unis et l'Occident, et c'est-à-dire que c'est pas des gens aussi qui ont grandi avec le poids de l'Holocauste comme leurs aînés ont grandi, et donc ils voient aujourd'hui que, par exemple, ce n'est pas l'antisémitisme qui est structurel en Occident, c'est l'islamophobie. Ils le voient. Et c'est le racisme anti-noir. Et ils ont grandi avec justement, c'est-à-dire leur conscientisation politique a grandi avec la question du racisme anti-noir, de la violence policière, de l'islamophobie, de la lutte contre le terrorisme et toutes ses conséquences sur les minorités en Occident. Cette prise de conscience, et puis des minorités sexuelles et de genre. Et donc, c'est une autre jeunesse qui a un paradigme différent des baby boomers, on va dire ça comme ça. Surtout la jeunesse américaine se mobilise de cette manière-là pour une cause qui ne la regarde pas de manière directe. C'est-à-dire que quand il y a eu les mobilisations pour le Vietnam, par exemple, c'était aussi contre l'idée qu'il y ait la participation des jeunes dans l'armée américaine et le risque d'être tués au Vietnam et tout ça. Aujourd'hui, normalement, c'est une guerre que mène Israël contre Gaza. Mais il y a une forte, c'est-à-dire conscience que c'est un enjeu américain aussi. C'est un enjeu domestique, c'est-à-dire interne, sur la question de la liberté d'expression. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, un Américain qui n'est que porteur d'une nationalité américaine se fait tabasser, ou se fait exclure de son université, ou se fait emprisonner parce qu'il critique un État étranger, il y a un vrai problème. Les moins de 30 ans ont grandi sur les récits de la Shoah, de l'extermination des Juifs d'Europe. Ils ont vu des films, ils ont vu des documentaires, ils ont assisté à des commémorations. Certains d'entre eux et d'entre elles sont partis même à Auschwitz, Birkenau, etc. pour commémorer ce qui s'est passé, cette tragédie humaine qui a eu lieu. Et donc, peut-être, quand ils ont vu ces vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, ils ont réussi à identifier ce que Israël a longtemps instrumentalisé pour justifier sa présence au Proche-Orient. Et le pire ennemi d'Israël, c'est Israël, en fait. Parce que bâtir tout un narratif de légitimité sur le fait que c'est un État qui est un refuge pour des gens ayant survécu à un génocide, et ensuite commettre un génocide de cette manière, c'est-à-dire que les intentions génocidaires d'Israël ne sont même pas tues ou cachées ou euphémisées, ni par les soldats, ni par les dirigeants. C'est-à-dire dans une ère où l'image arrive aussi rapidement, aussi instantanément, c'est quand même... C'est-à-dire, moi, d'un point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue d'une observatrice, je ne comprends absolument pas où veut en venir Israël, c'est-à-dire que... Mais il la fournit, cette image. Les soldats se filment en train de dédicacer une bombe. Oui, mais les soldats et les filles, citoyens. Moi, j'ai pour... vu des enfants faire ça. C'est-à-dire, c'est des citoyens, c'est pas juste des soldats. Les soldats, on a vu où ça peut aller, c'est-à-dire qui mettent de la lingerie de femmes trouvées dans des maisons gazaouis, de femmes, de personnes exterminées ou genre qui en fuient. Et on n'entend pas les féministes blanches qui se sont indignées contre le silence les viols des femmes israéliennes le 7 octobre. Exactement. On les entend pas sur les femmes palestiniennes d'ailleurs là-dessus.
Parce que les femmes palestiniennes ne sont pas des femmes, c'est bien connu. Les hommes palestiniens ne sont même pas des êtres humains. Les femmes palestiniennes ne correspondent absolument pas au modèle que se font les féministes blanches de ce que devrait être une femme qu'on peut défendre. C'est-à-dire que c'est une femme voilée, religieuse, je vais utiliser tous les termes dénigrants de l'Occident, voilée, religieuse, communautariste, qui défend les hommes de sa religion et de sa communauté, qui a beaucoup trop d'enfants. Alors la question de l'avortement, ça l'intéresse absolument pas, et qui en plus mène un combat anticolonial. C'est-à-dire vraiment, on coche toutes les cases de la mauvaise femme. Vraiment la femme qu'on ne peut pas défendre. La mère palestinienne, la mère qui est enceinte et qui n'arrive pas à mettre bas dans un hôpital, qui n'a pas de suivi, qui est dans une guerre depuis 7 mois, etc. Et ces mères aussi qui cherchent les dépouilles de leurs enfants sous les décombres, ça aussi, c'est pas un élément d'identification parce que on pense qu'au Proche-Orient, qu'en Afrique, que dans le sud global, c'est pas grave s'il y a des guerres, on est habitué. Ils ont la famine, ils ont la guerre civile, ils ont les discriminations, etc. Ça ne nous ressemble pas, c'est prévisible, et donc c'est pas un événement dans notre vie. Quand je dis que l'islamophobie ou le sentiment anti-arabe est structurel aujourd'hui, c'est ce qui structure la pensée de domination de l'Occident. Vraiment, je voudrais insister sur ça. Parce que, c'est-à-dire en arriver à ne pas identifier des 40 000 victimes de génocide comme des êtres humains. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils ont voté pour Hamas ? Oui, mais... La moitié de la population palestinienne n'a pas voté pour le Hamas. En 2005-2006, il n'y avait pas 1 million 100 000 personnes qui sont mineures aujourd'hui à Gaza. Et même, encore une fois, la position du « et alors ?» Est-ce qu'on regarde aujourd'hui, est-ce que quelqu'un oserait dire des victimes du 7 octobre israéliennes, oui, mais ils ont voté pour Netanyahou ? Est-ce que quelqu'un, ça lui traverserait l'idée de dire « Oui, mais ils ont voté pour Netanyahou, donc ils ont voté pour un gouvernement d'extrême droite, et donc voilà. » Donc ce serait normal de tuer 1200, de massacrer 1200 Israéliens le 7 octobre. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une déshumanisation. On ne les voit pas comme des êtres humains, on les voit comme une problématique. Et c'est mettre sur un même pied d'égalité le colonisateur et le colonisé. Tu sais, le colonisateur produit le colonisé. C'est-à-dire que... Merci Albert Memmi. Merci Albert Memmi, justement. Les rapports de pouvoir, la question du rapport de pouvoir est très très importante. Aujourd'hui, qui oserait aller dire aux Palestiniens, oui mais vous déshumanisez les Israéliens ? Au contraire, en Palestine, moi j'en ai rencontré beaucoup les Palestiniens en Europe, et même ici en Tunisie, il y a plus d'échanges. Entre les Palestiniens et les Israéliens, ils arrivent à se mettre autour d'une table et en parler. Le problème, c'est la question entre les alliés et les concernés. Le problème, c'est que quand Rima Hassan arrive en Tunisie pour faire une conférence, qu'il y a une Tunisienne qui ne vient pas de son background et qui lui dit « tu ne représentes pas les Palestiniens ». Alors, une personne comme Rima Hassan, par exemple, est c'est-à-dire une praticienne du droit. Et son point de vue part du droit international. Aujourd'hui, le point... Et il faut aussi recontextualiser d'où parle Rima Hassan. Rima Hassan est principalement... elle s'adresse principalement à une audience française. Européenne. Ouais, et européenne. C'est-à-dire, aller dire en France que Hamas est c'est-à-dire un mouvement de résistance armée qui a tout à fait... Et elle le dit, hein, mais c'est-à-dire que c'est pas son argument principal. C'est-à-dire ne pas parler d'un point de vue du droit international, et même avec ce point de vue, déjà, elle est complètement décrédibilisée, mais s'éloigner du point de vue international est complètement inaudible. C'est-à-dire que aujourd'hui, toute la mouvance pro-palestinienne en France et en Occident, c'est-à-dire le départ, c'est le point de droit, enfin le droit international, et quand même, elle est inaudible. En Tunisie, dans un pays du Sud global, l'approche est différente, c'est-à-dire que la Tunisienne qui a parlé, qui a dit à Rima, tu ne représentes pas, et personne ne représente tous les Palestiniens, elle part d'un point de vue de je n'ai pas besoin du droit international pour justifier à mes yeux la légitimité
de la résistance contre la colonisation. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que c'est très difficile quand on a vécu, par exemple, en Tunisie, comme moi et comme beaucoup, de se voir cantonner un certain type de discours pour être audible en Occident. Parce que nous, on n'a jamais été éduqués à la question palestinienne en disant « Oui, alors les territoires de 67 sont légitimes, ceux de 48 ne le sont pas, Hamas est illégitime pour ça, mais l'autorité palestinienne l'est pour autre chose. » Mais c'est aussi une guerre de communication, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à être audible, il n'y aura pas de solution politique. Oui. Mais c'est ça aussi, le fait qu'on reste en Tunisie, on est dans nos convictions, dans nos ancrages, etc. Et on n'est pas prêt à faire des concessions alors que les Palestiniens sont prêts. On dit, bon, les Palestiniens n'ont pas le choix, mais certains ont aussi choisi une voie politique pour défendre leur cause. Et ils sont conscients aussi des éléments les éléments de langage, je veux dire. Donc c'est important aussi qu'on arrive à laisser les Palestiniens s'exprimer. Et on est là pour les soutenir, Bien sûr. mais on n'est pas là aussi pour les traiter de... Parce qu'il y a eu des accusations, que ce soit contre le Fatah, que ce soit contre d'autres mouvements de résistance en Palestine. Personnellement, en tant que Tunisienne qui a vécu dans des pays en paix depuis ma naissance, je ne me permettrai pas de traiter un Palestinien de traître ou de ne pas parler pour son peuple. Ils vivent les choses dans leur chair, ils font des choix extrêmement difficiles. Et c'est aussi, en fait, je crois que c'est peut-être quelque chose qui est lié à notre époque. C'est-à-dire, on essaie de faire la différence entre les alliés et les concernés là-dessus. C'est comme ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire par exemple, moi, je ne me permettrais pas de commenter sur est-ce que la stratégie militaire et la stratégie de communication du Hamas étaient la bonne ou pas, parce que je ne suis pas du tout dans cette position-là. Et eux font les calculs qu'ils jugent bons pour leur manière de résister, leur manière de faire avancer la cause palestinienne. Par contre, ce qui est compliqué avec la cause palestinienne, c'est que c'est une cause qui appartient un peu à tout le monde. Et donc tout le monde se sent responsable pour faire sa part, en fait. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose qu'il y ait cette multitude de points de vue, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose qu'il n'y ait pas que les Palestiniens qui défendent la cause palestinienne. Les Palestiniens sont en première ligne, et c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que Tunisiens ? Oui, alors la Tunisie n'est pas dans une position, c'est-à-dire qui pourrait changer les choses pour la Palestine, très, très franchement. Mais nous avons une communauté juive aussi en Tunisie. C'est notre responsabilité de la protéger, de ne pas nourrir l'antisémitisme, de le condamner, notamment avec l'attentat de Djerba l'année dernière, avec l'incendie de la synagogue de Gebes. Et donc là, c'est vrai que le silence règne quand cette communauté est attaquée. Et dans ce cas-là, Israël est en train de dire, vous voyez, vous n'êtes pas en sécurité en Tunisie, donc venez. Alors la question de l'antisémitisme, elle est extrêmement complexe aujourd'hui, parce que il y a une grande part de l'antisémitisme qui est nourrie par l'existence même d'Israël et les politiques d'Israël. Et historiquement, effectivement, on a eu des incidents, notamment le 7 juin 1967. On a incendié la synagogue de l'avenue de la Liberté à l'époque. Il y a eu des attaques contre les commerces juifs à l'avenue de la Liberté et à Lafayette. Et c'était justement des événements et des actions qui ont été menées à cause de ce qui se passe en Palestine. Et il ne faut pas nier le fait que beaucoup de Tunisiens pensent que cette synagogue, les synagogues de Tunisie avec cette étoile de David, c'est une ambassade d'Israël, ce qui est insensé. Pourquoi je dis que c'est très compliqué ? Parce que tout est fait pour qu'il y ait une mise en équivalence entre juifs et israéliens. C'est l'essence même du projet sioniste. Pas que par Israël, mais par l'Occident. Aujourd'hui, quand il y a des projets de loi pour criminaliser l'antisionisme comme antisémitisme, et on a certains qui sont passés, et tout le narratif et le discours officiel de plusieurs chefs d'État pour dire l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme, ça nourrit la confusion. Et c'est-à-dire que la majorité du peuple et des peuples n'est pas
informés sur la différence exacte entre antisionisme et antisémitisme. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de Palestine en arabe, on dit arabe contre juif. Oui. Et ça, c'est un narratif, c'est-à-dire on a tout fait pour implémenter ce narratif, pour désarabiser les juifs arabes, et pour racialiser une nation, une religion plutôt, et pour en faire une nation, parce qu'il fallait la racialiser pour en faire une nation cohérente et créer une identité israélienne, et pour faire de l'arabe l'ennemi du juif, donc, et encore une fois, pour déplacer la question de l'antisémitisme. Le travail d'éducation le plus important, c'est justement de rappeler que il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas de Juifs, ce sont des catégories complètement fictives, et que les Israéliens d'aujourd'hui ont été à un certain moment des Nord-Africains, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, et c'est-à-dire que, parce que pourquoi on dit ça? Parce qu'il y a une idée que les Juifs tunisiens ne sont pas vraiment tunisiens, ils seraient venus de quelque part. Pourquoi? Parce qu'on a une idée que être juif, c'est une sorte de race, en fait. C'est une construction raciale. Alors oui, et dans ce cas-là, le sionisme avait gagné en Tunisie. Il a gagné dans le monde, le sionisme. Oui, mais en Tunisie, parce que un Tunisien lambda, tu l'attrapes dans la rue, tu lui demandes est-ce que tu es antisioniste ou pas, il va te dire bien sûr, je suis antisioniste. Oui. Mais la pensée sioniste, l'idéologie sioniste a gagné en Tunisie, et en masse. Mais en fait, avant que ça devienne une pensée sioniste et une pensée coloniale. C'est-à-dire ces catégories-là, berbères, juifs, arabes, noirs, tout ça, c'était c'est-à-dire cette rigidité de catégories et le besoin de tout classer en catégories et identités exclusives. C'est-à-dire si tu es noir, tu peux pas être arabe, si tu es arabe, tu peux pas être berbère, si tu es berbère, tu peux pas être juif. Ça, c'est un legs, en fait, colonial très, très lourd. Et ce n'est pas simplement en déconstruisant comme ça par le narratif qu'on va pouvoir contrer ça, parce qu'il y a des administrations et des livres d'histoire et des disciplines universitaires et tout un inconscient qui a été construit sur ça. Le sionisme découle de ça. Donc ce n'est pas tellement c'est-à-dire le fait que le sionisme est vaincu, mais c'est le fait que la colonialité soit encore là.